Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés ce soir. Le Premier ministre nommé, Jack-Guy Lafontan, vient de franchir une nouvelle étape. 20 sénateurs ont voté en faveur de sa déclaration de politique générale lors d'une séance marathon tenue dans la nuit de mercredi à jeudi au Sénat de la République. À l'issue de la séance au Sénat, Jack-Guy Lafontan a exprimé sa satisfaction et dit attendre le signal de la Chambre des députés afin de refaire le même exercice. La présidence salue la ratification de la politique générale du Premier ministre Jack-Guy Lafontan par le Sénat et dit attendre que les députés emboîtent le pas au plus vite afin que le gouvernement puisse entrer en fonction. Les sénateurs haïtiens ont approuvé ce jeudi la déclaration de politique générale du Premier ministre nommé Jack-Guy Lafontan. 20 sénateurs ont voté pour cette déclaration et 7 autres se sont abstenus. C'est au terme d'une séance plénière nocturne et marathon de plus de 10 heures que la déclaration de politique générale du Premier ministre a été approuvée par le Sénat. Une séance marathon, mais sans vrai débat contradictoire. Les sénateurs se sont contentés de faire valoir leur point de vue ou de réclamer des projets d'infrastructure pour leur région. La lutte contre la corruption et d'autres thèmes ont été abordés en fonction de leur relation avec la réalisation d'infrastructures routières, agricoles ou sanitaires. Le Premier ministre a promis de satisfaire l'ensemble des revendications des sénateurs pour leur région. Les sénateurs de l'opposition, dont Nenel Kassi, ont fait remarquer que le Premier ministre n'a pas fourni d'explications sur la stratégie qu'il comptait adopter pour mobiliser les ressources nécessaires à la réalisation de tous ces projets. Le Premier ministre a pris le soin de répondre patiemment et avec courtoisie aux questions des sénateurs. Un exercice qu'il a réalisé avec succès jusqu'à la fin de la séance à 6h30 du matin. Aucun sénateur n'a voté contre sa déclaration de politique générale. Les 7 sénateurs sceptiques se sont contentés de s'abstenir. Au cours de ces interventions, M. Lafontan a pu convaincre les élus de sa bonne connaissance du pays. Il a aussi levé les inquiétudes sur la nationalité de ses parents en révélant que son grand-père fut un sénateur durant la première occupation américaine d'Haïti. À l'issue de la séance au Sénat, Jack-Guy Lafontan a exprimé sa satisfaction et s'est dit impatient de se mettre au travail et pour cela de mobiliser toutes les ressources du pays pour agir avec efficacité. Énoncé politique générale ça, il répond à vision président son excellence président Jovenel Moïse avec toute promesse de campagne Léo. Et nous pensons que c'est vision ça qui t'a fait peuple voter président Jovenel Moïse, côté le débat en demi-coup de clé pour le président Jovenel Moïse te monter comme président. Et aujourd'hui, devant illustre assemblée ça, nous avons une opportunité pour nous venir partager vision ça dans le cadre de gouvernement, ça que le pays va gagner très prochainement. Et nous sommes très contents, nous sentons nous honorés et en toute humilité, nous accepter vote ça que le Sénat a nous. Nous avons une invitation au niveau des chambres des députés et que ça n'a pas capable de partager vision ça tout avec la chambre des députés. Moi crois que moi répondre à la question ça en long et en large, son énoncé politique générale qui ont une grande vision. Nous pensons que nous allons mettre toutes les ressources pays d'abord au niveau de budget rectificatif qui va voter rapidement, le gouvernement fait mettre sous pied. Et deuxièmement, nous allons essayer de dégager des moyens parce que, comme moi t'ai dit, nous avons gagné pour nous faire plus de bagailles avec moins de sport. La présidence salue la ratification de la politique générale du Premier ministre Jack-Guy Lafontan par le Sénat et dit attendre que les députés emboîtent le pas au plus vite afin que le gouvernement puisse se mettre au travail selon son porte-parole. Lucien Jurat rappelle que cette ratification est le fruit d'intenses négociations.
Le PHTK n'est pas exclu du gouvernement du Premier ministre Jaggi Lafontan, qui n'aurait pu obtenir l'aval de la Chambre haute sans l'assentiment de ses élus, affirme le porte-parole de la présidence. L'ouverture à différents secteurs caractérise ce nouveau cabinet, explique Lucien Jurat, qui intervenait pendant le journal du matin de Radio Métropole. Le Premier ministre Jaggi Lafontan a finalement passé avec succès le test du Sénat. Pour en parler avec nous ce soir, nous avons M. Lucien Jurat, porte-parole de la présidence. Bonsoir M. Jurat. Bonsoir Serge, bonsoir à toutes les téléspectatrices et tous les téléspectateurs de Télémétropole. Un plaisir d'être avec vous. C'est un plaisir partagé. Alors, M. Jurat, le Sénat a fini par approuver l'énoncé de politique générale du Premier ministre nommé, Jaggi Lafontan, après un début de semaine pour le moins mouvementé. Comment cette nouvelle a-t-elle été accueillie au Palais ? C'est une nouvelle qui a été accueillie avec beaucoup de satisfaction au niveau de la présidence. Souvenez-vous-en, le président de la République s'était impliqué personnellement dans les discussions aux côtés du Premier ministre Jaggi Lafontan, et le fait par les sénateurs d'avoir voté avec un total de 20 sénateurs sur 27, à même de le faire, l'énoncé de politique générale du Premier ministre. C'est une information qui est très bien accueillie au niveau du Palais national, et la présidence félicite les sénateurs et espère que les députés ne tarderont pas à emboîter le pas eux aussi. D'autant plus que le résultat était plus que confortable. 20 sénateurs qui ont voté pour, 7 qui se sont abstenus et 0 vote contre. Alors, nous devons préciser que l'objectif n'était pas seulement de recueillir le nombre de votes minimal pour passer ce cap. L'objectif était surtout d'arriver à permettre au maximum de sénateurs possibles de comprendre cette démarche de l'exécutif, de comprendre surtout ce tableau de bord présenté par le Premier ministre Jaggi Lafontan, et à constater le nombre de votes pour. On peut dire que le message a été finalement transmis. On peut dire que le Premier ministre a été très persuasif dans son intervention par devant le Sénat hier soir. Monsieur Jurat, beaucoup d'observateurs estiment que le Sénat n'est pas sorti grandi de cette aventure. Certains commentateurs ont même trouvé que la plupart des sénateurs étaient plus préoccupés de ce qu'ils pouvaient obtenir pour leur région que de l'intérêt général du pays. Est-ce que vous partagez cet avis ? Bon, c'est un point de vue. Écoutez, et le Sénat de la République à bien des égards est co-dépositaire, le Parlement en général, de la souveraineté nationale. Et n'oubliez pas que c'est vrai que c'est à l'exécutif qu'il convient de planifier les grands chantiers de l'État, mais le Parlement aussi a son travail à faire, a son rôle à jouer, dans la mesure où le pouvoir de contrôle, c'est quand même au Parlement qu'il revient, et la compétence aussi de valider le budget de la République, c'est encore une prérogative du Parlement haïtien. Et si les sénateurs veulent le développement au niveau régional, quand on les prend tous ensemble, qu'on les met ensemble, eh bien ça va renvoyer forcément au développement au niveau national. Et qu'ils veuillent donc que le développement arrive dans leur région, on ne voit pas de mal à cela, mais le plus important est que le Premier ministre, lui, dans ce tableau de bord, eh bien, il considère l'ensemble de la République et les actions à entreprendre dans le sens du développement collectif. Mais finalement, Monsieur Jurat, qu'est-ce qui a justifié ce report de la première convocation du Premier ministre par absence de quorum? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Ce qui a justifié le report, c'est justement l'absence de quorum. La Constitution est claire. Il y a un nombre de députés qu'il faut ou de sénateurs qu'il faut pour tenir séance. Et quand on n'a pas ce nombre, eh bien, on ne peut pas tenir séance. Et justement, ce nombre de sénateurs n'avait pas été présent dans la salle la dernière fois. Donc, la séance a été reportée. Techniquement, c'est l'explication à donner. Oui, mais c'est pire que ça. Ils étaient présents et ils se sont absentés justement pour qu'il n'y ait pas quorum. Ce n'est pas un geste banal.
Dans un costume de parlementaire, j'aurais pu vous répondre que c'est une démarche de parlementaires qui peuvent utiliser 1001 artifices pour parvenir à leur fin, mais au niveau de l'exécutif, nous nous en tenons à ce qui est. Ce qui est, c'est cette situation de quorum qui n'a pas permis au Sénat de siéger. Et comme c'est une page tournée, voilà que maintenant le Sénat s'est réuni hier soir et qu'il a pu voter l'énoncé de politique générale du Premier ministre, de déclaration de politique générale. Bon, allons nous en tenir à ce qui est et regardons de l'avant. Très bien. Justement, regardant de l'avant, il reste maintenant au Premier ministre de recommencer l'exercice devant la Chambre des députés. Est-ce qu'une date a déjà été arrêtée pour ce passage devant les députés? À moins de me tromper, il paraît qu'une date serait en passe d'être adoptée. On parle de la fin de cette semaine ou du début de la semaine prochaine, je n'en suis pas si sûr. Les prochaines heures le confirmeront, mais nous disons que le plus vite sera le mieux, et dans la mesure où aujourd'hui on ne peut pas vraiment attendre déjà 1 mois et demi presque depuis que le président de la République a été investi dans ses fonctions, mais on sait que s'il est vrai que le chef de l'État a posé pas mal d'actions, mais c'est quand même au gouvernement d'aborder les dossiers sensibles et importants de l'État, et on espère que d'ici à la semaine prochaine, le gouvernement aura déjà le temps d'être mis en place et qu'il pourra prendre charge. C'est ce que nous espérons. D'aucuns pensent que le passage devant la Chambre des députés sera moins chaotique, disons. Vous partagez cette opinion? Ça va encore dépendre de la sagacité, du savoir-faire et de la capacité de persuasion du Premier ministre. Et là-dessus, nous n'avons aucun doute. Mais comme je vous dis, c'est pas seulement une question d'obtenir le nombre de votes permettant au Premier ministre de passer ce cap. Ce qu'il y a lieu surtout de faire, c'est de dégager le maximum de consensus possible au niveau de la Chambre des députés pour que les parlementaires de la Chambre basse comprennent cette vision du président de la République partagée par le Premier ministre à travers son énoncé de politique générale, car nous pensons que dès qu'il y a cette compréhension commune de la démarche, eh bien, il devient plus facile pour ces deux pouvoirs, chacun à ce qui le concerne, d'exécuter sa partition et de permettre à la population d'en tirer profit au maximum. Eh bien, Monsieur Lucien Jura, merci infiniment de ces éclaircissements. Il ne nous reste plus qu'à attendre patiemment que la Chambre des députés fasse signe au Premier ministre et que, enfin, comme vous l'avez dit, le gouvernement puisse définitivement se mettre au travail. Merci à vous et totale disponibilité de la présidence, je ne cesserai jamais de le dire, pour apporter la lumière, pour faire le point à chaque fois que la nécessité se présentera. Merci, bonne soirée, à la prochaine. Merci à vous et bonne fin de soirée. Au revoir. Le Comité national de lutte contre la traite des personnes déplore la libération de certains suspects de trafic d'êtres humains arrêtés en février dernier. Le président du comité, Élie Tello, a demandé au Parlement de mettre en place une commission d'enquête afin que la lumière soit faite sur ce dossier. Pour sa part, le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Danton Léger, a reconnu que la majorité des suspects a vraiment été libérée.
Le nouvel hôpital de l'Université d'État sera fonctionnel à la mi-2018. Cet établissement spacieux et bien équipé, financé par les agences de coopération françaises et américaines, devra bénéficier d'une vraie dotation et d'une bonne organisation si l'on veut qu'il demeure fonctionnel. Un appel a été lancé ce jeudi matin par les docteurs Préden Moninville, chef du service d'urgence de l'UEH, et Arnaud Bourdet, urgentiste et coopérant français. Suivez leurs explications. Puis ça sera plus équipé parce qu'il y a en plus des locaux, mais il y a quand même des équipements qui faisaient partie du package. Mais là, on veut surtout accentuer sur l'organisation. Sur l'organisation. C'est un financement important. Je crois que c'est un budget de 40 millions d'euros qui est partagé entre la France et les États-Unis, des coopérations, qui a été décidé après la destruction de l'HUH, après le tremblement de terre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire à l'HUH? C'est faire une organisation fonctionnelle meilleure dans les futurs services, c'est de mettre en place, que l'HUH et la faculté de médecine d'État mettent en place la spécialité de médecine d'urgence et qu'il y ait au niveau des urgences, une organisation fonctionnelle qui fait qu'il y ait du tri, il y ait une présence médicale 24 heures sur 24 de médecins formés, qu'il y ait des médicaments et qu'il y ait du matériel. Voilà. Ouais, si déjà ça est fait, c'est une révolution. J'ajouterais aussi qu'il faudra qu'il y ait une coordination entre les différents services d'urgence aussi. Le promoteur de boxe professionnel, Jacques Deschamps-Fils, annonce le premier gala des champions de ce début d'année. Après avoir affiché complet lors du dernier tournoi au Caribé en novembre dernier, l'organisateur renouvelle l'expérience, notamment avec la championne haïtienne Mélissa Saint-Ville qui mettra sa ceinture d'argent WBC en jeu. Mélissa Saint-Ville avait enchanté le public haïtien lors de son dernier combat face à la Dominicaine Diana Gracia, qui avait pourtant la faveur des pronostics. Rappelons que cet athlète de haut niveau, âgé de 33 ans et qui évolue aux États-Unis, a pour surnom Little Miss Tyson en référence au légendaire boxeur Mike Tyson. Elle est actuellement classée numéro 1 de la WBC et numéro 4 par la WBA. Faut moi dire que actuellement Mélissa c'est championne WBC Silver, nous classée numéro 1 mondial par le Conseil mondial de la boxe, le WBC. Et à partir du moment que Mélissa si tu as le 31 qu'elle a la victoire sur Jessica Gonzalez, Mélissa a vu challenger aspirante numéro 1 obligatoire du champion du monde qui sont finlandaises. Donc vraiment, c'est vraiment souhait pour l'instant que Mélissa triomphe de Jessica Gonzalez, que le public vienne supporter de manière à ce que vraiment l'année vers le championnat du monde. Comme dit que Mélissa a entraîné, elle est en excellente condition et le travail est très dur, malgré une grosse tempête neige qui tombe à New York et hier avant-hier, et il faut me dire que l'année sont-ils courir, Jean-Paul Ferry fait footing normal. Donc tout le rendez-vous, c'est le 31 mars, 7h PM au Caribbean Convention Center, côté qu'on nous vient supporter les différents 3 champions haïtiens pour conserver le titre. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.